Bonsoir Omar Youssef Souleymane. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Vous êtes écrivain d'origine syrienne, poète, journaliste et essayiste, auteur de ce livre que vous m'avez apporté dans ce studio, Être français chez Flammarion. C'est sorti en 2023. C'est passionnant ce que vous racontez dans ce livre. C'est passionnant également ce que vous racontez dans le Figaro magazine, Omar Youssef Souleymane. Nous voulions votre témoignage car vous avez réussi à vous faire accepter dans les manifestations pro-palestiniennes. On parle de Paris. On parle de la France. Vous avez réussi à vous infiltrer en cachant votre visage, en mettant des lunettes, en portant un kéfier. Vous racontez ça d'ailleurs. C'est un reportage dans le dernier numéro du Figaro magazine. Pourquoi avez-vous voulu infiltrer ces manifestations ? Car je vois depuis le 7 octobre surtout une ambiance extrêmement radicale sur notre territoire en France. Ils manifestent à travers ces manifestations. Et je vois une collaboration ou une complicité entre les islamistes, les frères musulmans et la partie de la France insoumise. On sait très bien que ça n'a pas commencé le 7 octobre, c'est bien en avance. Mais je trouve que c'est honteux d'utiliser la cause palestinienne, de récupérer cette cause juste pour des intérêts politiques et de la part de la France insoumise et de la part des frères musulmans en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter, peut-être, et raconter aux auditeurs d'Europe 1, Omar Youssef Souleymane, ce que vous entendez au cœur de ces manifestations? Qu'est-ce qui vous choque? Alors, le plus choquant, je trouve, sont les slogans qu'on entendait, qu'on répétait en Syrie, comme par exemple « Israël, casse-toi, la planète n'est pas à toi ». L'appelant à Hassan Nasrallah, le chef de Hezbollah, à continuer à aller encore plus loin pour détruire Israël. L'appelant, par exemple, à faire la prière dans la mosquée Al-Aqsa comme une capitale, à Jérusalem comme une capitale de résistance. Tout ceci, pour les référencer très facilement au mouvement djihadiste au Proche-Orient, y compris surtout le Hamas quand même. Est-ce que vous constatez directement, c'est ce que vous écrivez, vous observez des liens entre LFI et les mouvances terroristes? Alors, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il ne se retrouve pas dans une réunion et il serre les mains. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je raconte ce que je vois, ce que je dis, documente. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant et prudent vis-à-vis des termes et vis-à-vis des utilisations des phrases. Alors, ce que j'ai vu dans ces manifestations, sont cette complicité, je parle islamiste et les filles, se manifeste et à travers les slogans et à travers l'existence ou la présence de certains imams extrêmement radicaux et djihadistes qui sont de côte à côte sur les tribunes pour la Palestine. Surtout là, je tiens à préciser, urgence Palestine. Comme Elias Demzalen est fiché depuis des années. Se trouve aussi Mehdi Meftah. Mehdi Meftah, c'est l'ami de Tariq Ramadan. C'est aussi un type il y a aussi les mouvements de l'indigène, le pire. Voyez, par exemple, il y a les décolonialistes, il y a les antifas, mais surtout en fait les islamistes. Il y a Mohamed Yassine qui est là. Moi, je me demande ce qu'ils font là. Voyez, par exemple, tenez, le garde du corps de Rima Hassan. Rima Hassan, la députée qui nous représente au Parlement européen aujourd'hui, son garde du corps, c'est le garde du corps d'urgence Palestine. Mais ça ne comprend pas, en fait. Pourquoi il y a cette alliance, cette complicité si forte à travers ces manifestations qu'il parle entre Salah Amouri et Rami Shaz. Rami Shaz, c'est un antisémite sans réserve qui appelle à détruire et à tuer les Juifs en arabe. Je l'entends, je le documente, je le raconte. Et vous entendez ça et lui, il est soutenu par les députés de LFI. Ouais. Et ils sont à côté de lui sur le tribune. Moi, je pose la question, qu'est-ce qu'ils font ici et pourquoi cette collaboration entre les deux? Omar Youssef Souleymane, vous entendez parfois dans ces manifestations des appels à tuer des Juifs en arabe? Alors, désolé, excusez-moi. Non, mais justement, il faut être encore une fois, il faut être aussi prudent. C'est-à-dire, on va pas dire dans une manifestation au cœur de Paris en français, allez, on va tuer les Juifs. Parce qu'ils savent très bien qu'ils seront condamnés. Ça, c'est tellement interdit en France, et ça va tourner mal contre eux. Mais je vous donne des preuves très claires de l'antisémitisme, et en France d'ailleurs. Quand Rima Hassan se manifeste à Amman, le mois d'août dernier, dans une manifestation pure, claire,
à soutenir le chef de Hamas et le mouvement de Hamas, c'est un mouvement est fait pour détruire les Juifs, pire pour faire un État islamique au Proche-Orient. En répétant le slogan suivant. Vous l'avez entendu. Là, je cite, allez le Hamas. Je traduis en français, allez le Hamas. Vous êtes les canons et nous sommes les balles. Deuxièmement, ici au cœur de Paris, quand un type comme Rami Shahs dit que les seuls porte-parole de la population palestinienne sont ceux qui sont dans le tunnel de Gaza aujourd'hui, c'est-à-dire ils saluent le Hamas. Ça, ce n'est pas de l'antisémitisme. Quand on parle, c'est le même type, Rami Shahs, le 8 septembre dernier, place de la Nation, quand il a dit que vous n'aurez aucun otage les adresses à Israël lorsque le génocide à Gaza s'arrête. Quand il dit qu'ils ont découvert que bien plus tard que le nombre des Palestiniens est bien augmenté afin qu'il soit plus élevé de membres des Juifs. En tout cas, on utilise vraiment les mots juifs. Le traducteur qui s'appelle Omar Assoumi, c'est le directeur d'urgence Palestine, traduit pas juif, il dit israélien. Mais l'autre, il parle en arabe, il dit juif. Donc, quand on appelle par exemple à Israël, quand on dit Israël est le seul terroriste, tout terroriste au Proche-Orient. Quand on appelle à la résistance armée palestinienne et libanaise armée contre Israël, quand on appelle très clairement, sans réserve, à détruire Israël, un État dont la population est 75%, même plus, sont des Juifs. Mais qu'est-ce qu'il nous manque encore des preuves? Oui, on en a beaucoup. Comment vous expliquez qu'en France, et ça c'est très important, puisque vous, en Syrie, vous avez vu votre beau pays basculer. Vous l'avez vu basculer, vous ne voulez pas, et c'est pour ça que vous prenez la parole, que ça se passe maintenant sur le territoire français. Vous alertez aujourd'hui parce que vous vous dites en substance, si on ne fait rien, ça va basculer, c'est ça? Malheureusement. Évidemment, vous savez, dans les années 80, fin des années 70, disons, ma grand-mère n'était pas voilée. Les normes sociales en Syrie étaient complètement différentes aujourd'hui. On voit les photos de l'époque, en Syrie, en Iran, au Liban. Ces normes sociales n'étaient complètement libérées de l'islam radical. Il n'y avait pas les mecs barbus, il n'y avait pas l'islam politique, il n'y avait pas un projet très clair au Proche-Orient. Cela a commencé avec l'arrivée des frères musulmans, quand ils étaient infiltrés dans la société, où ils ont commencé à manipuler les jeunes, surtout dans les milieux universitaires et dans les villages. Et c'est de cette manière, quand il parle aujourd'hui, il y a des manifestations à Paris contre la violence faite aux femmes, donc c'est bien d'en parler. Eh bien, ils ont commencé à diffuser des chansons, des poèmes, un discours tellement doux, dans le sens qu'une femme voilée est une femme une femme libre, une femme valorisée, parce qu'elle garde son désir uniquement pour son mari. Cependant, pendant qu'une femme non voilée est une femme facile, une femme vulgaire et indésirable. Petit à petit, les jeunes femmes ont commencé de mettre le voile pour dire qu'on est différente. En fait, le voile est devenu comme un drapeau pour dire qu'on est des femmes sunnites, musulmanes et croyantes. Petit à petit, dans les normes sociales, là je parle des quartiers à Homs, à Alep, à Damas, la majorité de femmes sont devenues voilées. De cette manière, ma grand-mère a été obligée de mettre le voile. Alors qu'elle ne l'avait jamais porté, votre grand-mère? Jamais, dans leur génération. Moi, je suis tombé dans des photos. En Syrie, il n'y avait pas de femmes voilées dans les années 70. Très rare. Même, vous voyez, 80. Je suis tombé sur des photos de ma grand-mère à la plage avec ses copains, au maillot de bain. Mais c'est marrant quand même. C'est pas marrant, c'est horrible en fait. Mais c'est en même temps, c'est un peu, disons, triste et drôle en même temps. Comment la société est basculée. Est-ce qu'on vit aujourd'hui en France on y va. C'est ça, on y va. On y va et on y est déjà. Dans certains quartiers, dans certaines cités, on le voit. Et je tiens à préciser, quand on parle de ce sujet, c'est pas pour attaquer les musulmans de la France, c'est pour protéger ce pays qui s'appelle la France, dont ces citoyens, il y a des musulmans qui sont comme tout le monde. Parce que même ces musulmans français, avant qu'ils soient musulmans, il y en a marre de cette société. Pire, la catastrophe, le paradis là-dedans, c'est qu'on voit des députés de LFI, après tout ce qu'on dit, après tout ce que ça fait des années qu'on en parle, que les alertes s'enchaînent, et dans les établissements scolaires, par exemple, dont l'ambiance islamique est tellement massive, dans certaines banlieues parisiennes, il se trouve qu'aujourd'hui, au cœur de Paris, place de la République, sous le mot liberté, se trouve que des bandes désolé pour le moment, des militants de LFI serrent les mains aux djihadistes. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable et vous le dénoncez, vous avez raison. Je voulais aussi avoir votre regard sur un homme que vous avez cité en début de cette interview, c'est Elias Imzalen, prédicateur, fiché S, membre du collectif Urgence Palestine. Hier, dans l'émission, j'étais vent debout parce que le magazine Complément d'enquête sur France Télévisions, sur France 2, donc lui a donné la parole.
Et il appelle effectivement les jeunes femmes à se voiler, notamment à l'école. Il estime que si l'école n'accepte pas les femmes voilées, c'est parce qu'il veut les priver d'éducation. Quand vous voyez ça en France sur le service public, vous vous dites quoi ? C'est de la manipulation aujourd'hui. Vous savez, Elias Demzalen... Mais de la manipulation de qui ? Du service public ? Des jeunes. De qui ? Malheureusement, c'est de la récupération des musulmans en France pour leur propre intérêt, pour avoir une identité séparée des valeurs de la République en France. C'est très clair. Aujourd'hui, dans les établissements scolaires. Ce type, d'ailleurs, juste pour Elias Demzalen, vite fait, le 8 septembre dernier, je l'ai filmé à la place de la Nation, et j'ai diffusé cette vidéo dans la manifestation où il a appelé de faire l'antifada, où il a salué le Hamas à Gaza. Je tiens à préciser qu'il a salué le Hamas, parce qu'il a appelé il a salué ceux qui renversent les Merkava aujourd'hui, ça veut dire le Hamas. Il a fait la garde à vue, Gérald Darmanin. En garde à vue, et le tribunal de Paris m'a appelé pour filer les autres manifestations. Vos autres vidéos, je l'ai fait, je l'ai témoigné, etc. Et puis j'étais dans le procès le 23 octobre. Et je tiens à préciser qu'on ne lâche rien, parce que nous, on est là pour défendre les valeurs de la République avec des mots, oui, avec des mots, avec des déclarations et avec des preuves. De retour au sujet. Alors, lui, quand il appelle, moi, j'ai pas entendu son interview hier. Ça ne m'intéresse pas. Mais ça vous choque pas que le service public lui donne la parole ? La télévision française ? Non, moi je suis pour la liberté d'expression. Pour que tout le monde parle, on est là dans un pays démocratique. Il n'y avait pas de contradiction, personne ne lui a apporté de contradiction. Non, moi, je ne peux pas. Mes principes, je ne peux pas interdire quelqu'un de parler parce que j'ai tout perdu dans mon pays d'origine. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes amis, j'ai perdu ma ville pour avoir la liberté d'expression. Donc, j'interdis personne. Personne s'exprime. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Et pire, en fait, si vous voulez, même une partie de la gauche française, y compris l'extrême gauche, nous empêche de parler aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que vous avez entendu le terme musulman d'apparence, là, de type qu'il a accusé Karim, le député, l'élu, pardon. Et donc, parce que pour nous, on doit être les malheureux arabes qui détestent la France. Nous, on est d'origine arabe, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'être des citoyens français comme tout le monde. Cette parole vient de la part de cette gauche concernée de défendre l'égalité en France. Ce qu'ils font, c'est complètement illégal. Oui. Donc là, c'est OK. Malheureusement, c'est un discours extrêmement raciste qu'on souffre quotidiennement. Donc, pour n'empêcher de s'exprimer, parce qu'au bon, on n'a pas le droit d'être des Français comme les autres, à cause de notre physique, à cause de notre origine. Oui, donc, pur raciste. De retour au voile à l'école. Premièrement, la baya est interdite en Syrie et en Égypte. C'est bien de le rappeler. Pourquoi il faut qu'il soit autorisé dans la France laïque ? Donc, deuxièmement, quand il appelle à mettre le voile aujourd'hui, quand je fais des dizaines d'ateliers d'écriture dans les établissements scolaires, au lycée, au collège, malheureusement, beaucoup de filles prennent ça comme comme s'ils sont visés quand je leur pose la question, si elles sont d'accord contre mettre le voile ou la baya dans leur établissement scolaire, comme s'ils sont discriminés, ce qui est complètement faux. La baya ou le voile, c'est un signe religieux, point barre, et nous, on est dans des établissements scolaires de la France laïque. Et là, dans ce contexte, j'en veux certains féministes en France qui défendent à mort la baya ou le voile. Là, tout à l'heure, ils ont répété certaines, je parle pas des féministes bien sûr, mais je parle d'Europe-Palestine. Ils ont répété, Israël, violeur, voleur, assassin. Là, il y a 2 heures. C'est violeur, voleur, assassin. Mais regardez, justement. La communauté juive de France, ce qu'ils vivent en ce moment, c'est horrible. Non, mais vous imaginez la situation, c'est-à-dire, d'ailleurs, ça c'est, je le cite d'ailleurs dans l'enquête, comme quoi, un des gauches dans les années 2000, il a dit qu'on a 5 millions de musulmans en France, on a 500 000 juifs, donc on s'en fiche des juifs. Ils augmentent l'antisémitisme. Oui. C'est un type que je cite dans l'enquête. Il était viré de Parti Socialiste. Oui. Bon, mais en fait, ça se voit aujourd'hui, c'est très clair aujourd'hui, cette récupération, cette augmentation de l'antisémitisme, prévu de la part de cette gauche. Et là, c'est impardonnable. Donc, mais là, ça c'est ridicule quand elle répète Israël violeur, voleur. Mais vous vous rendez compte ce qu'il fait Hamas aujourd'hui pour les femmes, contre les filles, les viols, la torture. Qu'est-ce qu'il fait le Hamas ? Dites aux auditeurs de Réponse ce qu'il faut. Moi, je reviens toujours aux références, à l'origine. Qu'est-ce que c'est les frères musulmans ? Qu'est-ce que c'est le Hamas ? Qu'est-ce que c'est le projet de Hamas ? Qu'est-ce que c'est le rôle des femmes ou la place des femmes dans l'islam? Allez, en parlant très clairement. Quand on lit dans le texte coranique qu'il faut frapper les femmes quand elles ne s'obéissent pas aux hommes. Mais c'est écrit texte, frapper les femmes. Donc, parlez-moi de versets coraniques qui dit frapper les femmes, que beaucoup de musulmans aujourd'hui lisent au Proche-Orient.
Et le Hamas l'applique. Évidemment, moi je dis pas du tout que les musulmans frappent leurs femmes. Moi, je parle que ça c'est cité dans un Coran, que les salafistes et les prédicateurs l'appliquent. Donc ça c'est pas de la violence. Et là c'est Israël le violent. Et bah, le Hamas. Combien de femmes étaient violées le 7 octobre? Combien de femmes étaient torturées? Combien de filles étaient obligées de se marier à Gaza? En Syrie, en Irak, au Liban, le mariage pour les mineurs. Non mais il faut arrêter quand même, il faut être un petit peu réaliste. Donc on va pas au cœur de Paris pour dire Israël est violent. Et ici, moi je trouve que c'est complètement paradoxal et ridicule quand même. Ouais. C'est très fort ce que vous dites, c'est très fort. Une toute dernière chose, parce que je sais que vous le connaissez, l'arrestation de Boualem Sansal en Algérie. Franco-algérien, donc il est revenu chez lui, s'est fait arrêter, information Europe 1, il devrait être jugé assez rapidement. Est-ce que vous craignez pour sa vie? Est-ce que vous demandez à la France d'agir? J'ai rencontré la dernière fois Boualem Sansal le mois d'avril dernier, au salon de livre Escale de livre de Bordeaux. On a passé des heures dans une soirée à parler, à discuter de tout. Boualem Sansal, ce n'est pas un simple intellectuel, mais c'est une véritable galaxie de savoir. On a l'honneur et la chance de le retrouver dans ce monde. Et aussi, c'est un citoyen français, donc la France a le devoir et la responsabilité de le défendre jusqu'au bout. Effectivement, j'ai extrêmement peur. Et je suis extrêmement en colère contre ce régime policier qui arrête un écrivain aujourd'hui, un écrivain qui a 75 ans. Il y a un véritable risque pour sa santé dans la prison, dans les bouchées des prisons de régime de Tapoun aujourd'hui. C'est comme Bachar al-Assad. C'est la même chose. Bachar al-Assad, il a tué la majorité des journalistes et des écrivains dans notre pays d'origine. Merci infiniment, Omar Youssef Souleiman, d'être venu sur le plateau d'Europe 1 Soir Week-end. Merci beaucoup.